À News Workwell, nous allons parler de la transition écologique et environnementale avec Philippe Pelletier, le président du programme Plan Bâtiment Durable. Merci d'être avec nous. C'est un plan qui date de 2009, donc presque 13 ans déjà. Alors quel bilan peut-on en faire, puisque aujourd'hui, plus que jamais, on est en plein dans l'environnement. Est-ce qu'on a avancé ? Alors la réponse est tout à fait oui, et il faut simplement se remémorer le point de départ. On est au lendemain du Grenelle de l'environnement, où toutes les grandes familles de la société française se sont mis autour de la table. Ils décident, dans une perspective 2050, de préserver assez singulièrement notre environnement. Et dans le panier, le bâtiment est mis très clairement en tête. C'est-à-dire qu'on se prend 40 ans, plus de 40 ans de travail devant nous. C'est-à-dire que c'est une longue échéance. Oui, et c'est assez rare qu'une politique publique s'inscrive dans une telle durée. Et c'est aussi assez rare que des majorités successives maintiennent le cap. Personne ne l'a remis en cause. C'est ça. Il y a eu des accélérations, des moments de faiblesse dans la conduite du chemin, mais enfin, ça a été fait. Alors, sur le bâtiment, on a fixé deux objectifs. Le premier, il faut qu'en moyenne, tous les logements soient basse consommation. Et le deuxième, il faut assurer, à partir du bâtiment, la neutralité carbone. C'est ça, pour 2050, zéro émission de carbone. Voilà, neutralité. Alors qu'on arrive à... on a un long chemin. Et pour ça, deux fers au feu. Le premier, on va rehausser progressivement les règles de la construction. Donc on va dire à ceux qui fabriquent des logements ou des bâtiments neufs, vous devez faire un peu mieux que la moyenne. Donc plus d'exigences. Voilà. Et le deuxième, puisque le premier ne suffit pas, compte tenu de l'importance du parc, on va s'attaquer à la rénovation du parc existant. Dans le premier cas, on parle à des professionnels en fixant des règles et on y arrive. Dans le deuxième cas, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on s'adresse à vous et à moi, qui ne sommes pas des professionnels du logement, et on leur dit il faut rénover. Et justement, alors votre mission, vous, en tant que président donc, de ce plan bâtiment durable, nommé par Jean-Louis Borloo au départ, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc vous avez 13 ans déjà d'expérience. Oui. Votre mission, c'est de fédérer tout le monde, de dire il faut se mettre au travail, ne pas se relâcher ? Voilà, l'intuition de Borloo, c'était il faut mettre la société civile en mouvement pour conduire ce chemin. En d'autres termes, le chemin n'a pas démarré par de l'injonction, il a démarré par de l'incitation. Et pour que des gens aillent chercher l'incitation, il faut qu'ils adhèrent au programme, qu'ils le comprennent, qu'ils se l'approprient. Et mon rôle, ça a été de bouger tous les pans de la société civile, les pans professionnels et les pans non professionnels, celui des ménages, pour expliquer pourquoi il fallait s'embarquer dans le train et comment on pouvait le faire, et puis pour dire au pouvoir public les aides et les dispositifs d'accompagnement qu'il fallait mettre en place. Donc si je comprends bien, d'un côté les professionnels, vous les fédérez, vous les réunissez sous forme de fondations, d'associations, d'organismes, c'est ça ? C'est ça, un grand réseau, beaucoup de groupes de travail. Qui adhèrent avec un label, et de l'autre, des particuliers, des propriétaires, des bailleurs, qui, eux, doivent jouer le jeu et investir. C'est ça. Mais est-ce que les aides... On a joué en somme l'offre et la demande. L'offre, il faut qu'il y ait une offre de services pertinente, disponible sur tout le territoire. C'est la formation des artisans, c'est des nouveaux produits, matériaux, équipements adaptés à cela. La demande, c'est les ménages qu'il faut à la fois accompagner et aider. Aider par des subventions pour l'essentiel, très élevé quand on est très modeste, et accompagné en conseillant, en informant, en conseillant et en tenant la main des gens les plus fragiles pour qu'ils arrivent au bout du chemin, parce que c'est pas simple de rénover son pavillon. C'est vrai. Il faut se poser la question par où je commence, à quelle entreprise je fais appel, comment je vais réussir à vivre au milieu des travaux. Enfin, voilà. En plus du financement, un vrai accompagnement. Alors, à News Workwell fait le point sur tout cela. Est-ce que vraiment on est dans les délais actuellement, après 13 ans de recul? Alors, d'abord, on doit convenir que la France, elle a démarré bien plus tard que l'Allemagne ou les pays nordiques. C'est-à-dire que des passoires énergétiques, ça c'est indéniable.
Elle a démarré tard, elle avait 10 à 20 ans de retard quand on a démarré ça dans le Grenelle. En revanche, on a mis les bouchées doubles et aujourd'hui, la France n'a vraiment pas à rougir par rapport aux autres pays. On est même en tête de gondole sur la réglementation environnementale. Très stricte, ça c'est vrai. Voilà, donc on est plutôt bon et on a amplifié l'action en arrivant à mobiliser un très grand nombre de ménages. L'an dernier, plus de 700 000 ménages ont fait un geste de rénovation énergétique de leur logement. Avec la prime Rénov'. Ma prime Rénov' a été un dispositif simple qui a fédéré, regroupé des dispositifs un peu plus complexes antérieurs. C'est facile de l'obtenir et les gens y sont allés. Mais je vous pose une question un peu taquine, si je peux dire. Fin de mois difficile ou fin du monde compliqué? Vous savez, c'est toujours la question du pouvoir d'achat. Est-ce que les plus modestes ont envie aujourd'hui de changer de fenêtre? Écoutez, les plus modestes comprennent que chaque mois, le niveau des charges de chauffage, pour certains d'entre eux, rend impossible le geste de se chauffer, et pour d'autres, crée une ardoise de dette énergétique excessive. Donc on est bien dans le court terme lorsque on fait des travaux. Et notre démarche, notre pédagogie a été d'expliquer à ces ménages: il y a un niveau d'aide très considérable pour vous accompagner, pour que vous ayez ça en tête. Pour des ménages très modestes, c'est à peu près 90% de la dépense qui est couverte par des aides nationales ou régionale, ou quelquefois l'intercommunalité. Il reste 10% sur lequel on vient d'inventer un prêt avance rénovation qui en somme dit aux gens: on vous prête la différence et elle sera remboursable au moment de l'ouverture de la succession ou au moment de la vente du logement. Intelligent, effectivement. Comment fédérez-vous tous les acteurs du bâtiment et de l'immobilier, puisque le champ est large? Voilà, vous avez raison de dire que c'est toute la chaîne qui est en cause. Donc ça démarre par ceux qui construisent et qui rénovent. Et là, on a un sujet de formation des artisans. La France se caractérise par une très grande richesse qui est des artisans souvent travaillant de façon isolée sur tout le territoire. D'autres pays comme l'Allemagne ont des entreprises de taille moyenne. Nous, c'est des toutes petites entreprises. Il faut les amener à un niveau de formation suffisant et il faut faire qu'ils travaillent ensemble. Et ça, c'est votre plateforme qui vérifie tout cela? Non, alors on a inventé un process qui est ce qu'on appelle la mention reconnue garant de l'environnement, RGE. C'est le label, qui est une certification qu'ont les entreprises et qui conduit à ce que, en somme, on leur dit: il faut que dans votre spécialité, vous appreniez les nouveautés, il faut que vous appreniez à prescrire d'autres spécialités et à travailler ensemble, et il faut que vous appreniez quelles sont les subventions disponibles pour que vos clients s'en saisissent. Et justement, est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu? Ils n'ont pas intérêt à rester indépendants, à faire leur propre devis? Parfois même, ils renoncent aux primes Rénov' pour pratiquer des tarifs libres, ça se voit. Alors ça existe, mais le gros des troupes embarque dans le système parce qu'on a créé quelque chose qu'on appelle la conditionnalité des aides. Le mot est techno, mais ça veut dire que pas un euro d'argent public n'est donné à une opération si elle n'est pas opérée par un artisan certifié RGE. Et donc là, vous contrôlez tout cela. Je rappelle que vous dépendez des pouvoirs publics. Oui. Vous êtes nommé par le ministère de la Transition écologique. J'ai été nommé certaines fois par un Premier ministre, d'autres fois par le ministre de Donc l'information circule, vous le reconnaissez. Là-dessus est arrivée la loi climat, qui date de l'an dernier, 2021. Oui. Est-ce que ça ne complexifie pas tout? Non. Vous comprenez que dans ce chemin où on est pour le moment dans la recherche de l'adhésion, dans l'incitation, il y a un moment où, si on veut être efficace et si on veut embarquer tout le mouvement, il va falloir mettre un peu d'obligation. Alors, on a commencé à le faire dans le secteur tertiaire, les bureaux et commerces, en disant: vous avez 30 ans
pour aller à un niveau de rénovation de ces bâtiments. Et tout ça a été fait de manière très concertée. Ça, c'était fait. J'ai mené la concertation, très concertée avec les mouvements professionnels, leurs fédérations, et aujourd'hui on a quelque chose d'assez consensuel qui est là. Du côté des logements, évidemment pas d'obligation générale. En revanche, on a dit à une population particulière qui sont les bailleurs, vous rendez un service en mettant à disposition un logement, ce service il doit être performant, et il y a un jour où vous ne pourrez plus louer un logement qui est trop énergivore. Et il a été construit un chemin avec des étapes successives jusqu'à 2035 en disant rénovez, on va vous aider, on va vous accompagner, on va vous proposer des aides, vous êtes éligible à MaPrimeRénov', et peut-être faudra-t-il des aides complémentaires, mais on va accompagner les propriétaires bailleurs pour qu'ils transforment les logements. Aujourd'hui, il n'y avait pas intérêt, puisque les charges de chauffage, quand elles sont très élevées, sont payées intégralement par le locataire. Voilà. Et donc on renverse les choses en créant cet intérêt. On dit même qu'on ne pourra plus augmenter les loyers si ça reste une passoire énergétique. La première étape est celle-là, le niveau des loyers. La deuxième étape, c'est si le logement reste trop énergivore, il ne pourra plus être dans le parc locatif. Et évidemment, la volonté des pouvoirs publics, c'est pas de restreindre le parc locatif. On a 7,5 millions de logements privés en location, on en a grand besoin. Est-ce que justement les privés qui font de la location à des tarifs bas, est-ce qu'ils vont bénéficier aussi? Est-ce qu'ils deviendront logements sociaux à leur tour, ceux-là? Alors, il y a un système d'aide tout à fait puissante, mis en place par l'Agence nationale de l'habitat, qu'on appelle le conventionnement ANA, qui permet une aide aux travaux, et notamment de rénovation énergétique. Comment tout cela va se financer à l'heure où on serre les vis, à l'heure où le gouvernement est appelé à évoluer ou changer? Quelle garantie avez-vous? Écoutez, pour le moment, l'aide publique ne faiblit pas. Et on peut penser que au moins dans les prochaines années, le niveau d'aide que traduit MaPrimeRénov' sera maintenu, accompagné par un autre système que j'évoque juste pour mémoire, qui sont les certificats d'économie d'énergie, qui viennent par un autre système, l'action des énergéticiens, financer l'action. Pas sûr que dans la très longue durée, l'aide publique demeure à ce niveau. 2050, elle va peut-être se concentrer vers les ménages les plus modestes, et il faudra alors que le secteur bancaire s'intéresse au sujet et mette en place des prêts longue durée. Pour le moment, il n'a pas une très grande appétence à se saisir du sujet, mais je ne suis pas désespéré de les convaincre. Oui. Il y a aussi un nouveau métier qui va se développer, c'est l'audit. Le diagnostic, donc là, vous allez avoir la maîtrise aussi de ce secteur? Alors, pour éviter les abus, les fausses déclarations. Vous avez tout à fait raison. On pense que si on veut embarquer la totalité de la société française dans ce mouvement, il ne faudra pas se contenter de promesses verbales en disant « vous verrez, mes travaux vont réduire votre facture », mais il faudra des engagements. Il faudra donc de la garantie de performance, c'est-à-dire que de même que je passe dans une marque d'électroménager un contrat de confiance, je puisse passer un contrat qui me met en confiance et qui m'assure du résultat, et pour ça il faudra mesurer la performance, donc on s'engage vers une voie nouvelle, on a quelques années pour l'organiser. En embarquant toute une série de professions, on parle des notaires, on parle des avocats, des agents immobiliers, des architectes. Ça veut dire vraiment c'est tout le monde du bâtiment et de l'immobilier qui est engagé dans ce plan durable. Vous avez parfaitement raison, et pour reprendre simplement les notaires qui sont les conseils des familles, leur intérêt, c'est d'expliquer à quelqu'un qui est propriétaire d'un pavillon et qui a une petite épargne, c'est de leur dire, vous gardez une partie de l'épargne pour les accidents de la vie, mais pour le reste, investissez cette épargne dans les travaux, dans la maison, sinon la maison, elle perd régulièrement de sa valeur. Elle ne sera pas vendable le moment venu. Voilà. En cas de succession, elle ne serait plus vendable. Voilà. C'est ça. Les passoires énergétiques, vous avez senti une évolution quand même au cours de vos 13 années passées? Alors, ceux qui ont montré le chemin, c'est les bailleurs sociaux,
qui se sont très vite, ils ont très vite pointé qu'il y avait 800 000 logements très énergivores et ils se sont attaqués à eux. Bon, il y a encore du travail, mais l'essentiel est fait. Maintenant, on s'est attaqué, nous, à travers ce qu'on appelle la lutte contre la précarité énergétique, aux pavillons en secteur rural et périurbain, qui sont généralement la propriété de gens très modestes, des anciens artisans ou commerçants avec des faibles retraites, et on a mis en place des aides massives pour les aider. C'est une façon de lutter contre la précarité énergétique et donc contre les logements très énergivores. Habitat social, vous en parlez, vous dirigez la fondation Habitat et Humanisme, vous avez écrit aussi un ouvrage Habitat choisi. Est-ce qu'il y a urgence sur ce point concernant ce qu'on appelle les HLM? Est-ce qu'aujourd'hui il y a vrai péril en la demeure, si je puis dire? Alors on a en réalité deux sujets qui se distinguent. On a besoin d'un habitat social fort. Aujourd'hui, le parc social, c'est 5 millions de logements. Ils sont en train d'être rénovés assez puissamment. Il faut continuer à construire dans les zones où on a besoin, parce que la file d'attente de demandeurs de logement social ne faiblit pas. Et puis, il y a un autre secteur, celui que la Fédération Habitat et Humanisme prend en charge, c'est celui des personnes très précaires, très pauvres, notamment des gens qui n'ont pas de logement, que nous conduisons au logement. Et une de nos actions, c'est ce qu'on appelle la politique du logement d'abord, c'est-à-dire de penser que quelqu'un qui est dans la rue a droit non pas seulement à un hébergement pour la nuit, comme on faisait autrefois, mais a droit à un vrai logement. Avec sa clé, son espace à lui, dans un ensemble où on l'aide à se réinsérer dans la société et à réapprendre les codes du vivre ensemble. Et également aux normes énergétiques futures. Absolument, absolument. C'est ce qu'on appelle les pensions de famille. Nous en avons 50 sur tout le territoire et nous en construisons en ce moment 25 autres. Comment penser autrement, justement, le logement, la politique logement? On en parle peu dans la campagne, on en a peu parlé. Ça n'a pas l'air d'être la priorité. Pourquoi? Alors, quand on interroge les Français sur les préoccupations, le logement, ça représente 15%, c'est-à-dire qu'il est dans le bas de la liste. Et en somme, les 15% de personnes qui disent le logement c'est important, c'est les 15% de personnes qui sont mal logées ou pas logées. C'est toujours ce même chiffre que l'on rencontre. Et donc, les pouvoirs publics, ils s'occupent des sujets, et les candidats s'occupent des sujets qui sont en tête, le pouvoir d'achat, la sécurité, notamment. Voilà. Et c'est très dommage, mais c'est une constante de toutes les élections présidentielles, ne mettent pas ce sujet en tête de gondole. En revanche, il a besoin de l'être, et moi je soutiens simplement qu'il faut qu'on s'inscrive dans une stratégie de la demande qui prenne place, qui remplace la stratégie de l'offre avec laquelle on a toujours fonctionné. La stratégie de la demande, c'est-à-dire partir des besoins, partir des besoins qui sont extraordinairement différenciés. Il y a des gens fragiles, cabossés par la vie, auxquels il faut donner des logements appropriés. Je vous ai donné l'exemple des pensions de famille tout à l'heure, et ces besoins, ils s'apprécient localement, c'est-à-dire que ma réflexion me conduit à dire qu'il faut que la décentralisation de la politique du logement s'opère à plein pour que ce soit les élus locaux qui aient à la fois les recettes et la manette pour conduire cette politique. Le problème du logement, vous pensez qu'il est le même dans toute la France ou est-ce qu'il est seulement dans les grandes villes ? Alors, il est différent sur le territoire. Dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, le problème est celui de l'accès au logement. Sur l'ensemble du territoire, le problème est davantage celui du maintien dans le logement. Vous savez qu'on a une population qui est vieillissante. Il y a une très forte envie de rester chez soi le plus longtemps possible, ce qui suppose des travaux. Et Emmanuel Macron a annoncé que s'il était réélu, il mettrait en place
MaPrimeAdapt, qui est une sorte de modèle similaire de MaPrimeRénov, pour permettre l'adaptation du logement, notamment au vieillissement. Le maintien à domicile. Voilà, qui est une question tout à fait fondamentale dans une société qui vieillit. C'est la nouvelle branche de la sécurité sociale, bien sûr pour les personnes les plus précaires et les plus âgées. Vous avez raison. L'habitat, c'est la santé, dites-vous ? Alors, le couple habitat-santé me paraît devoir être renforcé, à la fois parce que l'habitat, il est à l'origine d'accidents de santé, quand on a froid chez soi, ou quand on a un logement où la qualité de l'air est mauvaise, on a des troubles pulmonaires et des ennuis de santé. Les Anglais ont calculé que quand on met 1 livre d'argent public dans la rénovation d'un logement, on épargne 40 cents dans les budgets santé du pays. Donc presque la moitié, quoi. Donc un lien avec la santé, et nous, en France, on a l'habitude de fonctionner ou en courant chacun dans son couloir, sans trop avoir des actions interministérielles. Celle-là en est une. Je crois que le couple santé-logement doit être sécurisé et renforcé. Mais logement, on a l'impression que c'est une crise permanente. Quand va-t-on en sortir ? Alors c'est une crise permanente pour 15% de la population. Et là, je propose une démarche qui est de partir des besoins et de donner les manettes aux élus locaux. Pour le reste, je pense la réforme des règles de la construction, avec la prise en compte du poids carbone du bâtiment dans la réglementation environnementale, va conduire à un profond bouleversement de la filière de toute cette industrie immobilière, en la conduisant à se rénover, à se transformer elle-même. Et probablement qu'on va avoir des nouveaux logements mieux adaptés, où le bien-être sera davantage recherché. Donc je mets beaucoup d'espoir dans ce signal carbone qui va conduire, par son exigence, l'ensemble de l'industrie immobilière à se réformer. Plus confortable. J'aimerais terminer par une dernière question, Philippe Pelletier. Vous êtes l'un des responsables de la politique du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est tentaculaire, c'est gigantesque. Est-ce que c'est encore possible de vivre tous ensemble avec une telle densité de population ? J'ai envie de vous demander si finalement le vivre ensemble n'est pas un échec. Alors, c'est un objectif, et c'est un objectif puissant qu'il faut maintenir, faire vivre ensemble des gens différents dans le même espace. Et on voit, on a eu 2 programmes, Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, qui ont été menés sous la mandature Macron, qui sont des grands succès, où quand on arrive à réhabiliter un centre-ville, des populations différentes s'y retrouvent. Et quitte alors donc l'objectif n'est pas un objectif voué à l'échec, il faut le poursuivre. Dans le rôle que j'anime ce qu'on appelle le Conseil de développement de la métropole, c'est-à-dire une centaine d'habitants qui sont là pour dire aux élus quelles sont leurs attentes. Et parmi les attentes, ils ont des attentes fortes sur des sujets qui touchent à l'habitat, la présence de tiers-lieux sur le territoire, une lutte contre le risque d'inondation partout dans l'espace métropolitain, une meilleure compréhension de la densité urbaine, parce que chacun a compris qu'il faut la favoriser, etc. Oui, mais en finir peut-être avec ces énormes cités, ces bars où tout le monde habite, parfois dans des conditions précaires. Bien entendu. À quand ces villages où chacun aura sa petite résidence ? C'est possible, à votre avis, de faire de la résidence sociale il faut qu'on comprenne que le modèle qui a construit, qui nous a conduit à construire ici des lieux pour dormir, là des lieux pour travailler, et là encore des lieux pour commercer, c'est ce qu'on appelle la charte d'Athènes. C'est un modèle qui a été conceptualisé dans tous les pays développés et dont on est revenu. Aujourd'hui, nous avons l'envie d'avoir à proximité les commerces, le lieu de travail et le lieu d'habitation. Et c'est donc une nouvelle appréhension de
l'urbanité, qui est donc de vivre ensemble qu'il nous faut construire. Ce qui était, si je ne me trompe, le village ouvrier d'autrefois, où finalement il y avait ces rues dans le nord, on les voyait, mais au moins on vivait ensemble et il y avait le commerce qui était à proximité. Et on allait à pied à son bureau. C'est ça. Ou à la mine. Philippe Pelletier, merci beaucoup, je le rappelle, président du plan bâtiment durable. Merci pour vos explications et donc en route pour cette transition écologique jusqu'à 2050.